Où se trouvent vos premiers souvenirs de shopping? Pour moi, c'est aux Galeries Lafayette. On y allait chaque année avec mes deux sœurs et ma mère. Et en fait, on allait choisir notre tenue de rentrée. Et je me souviens de l'importance de ce moment parce qu'on avait le droit à une tenue chacune. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait vraiment qu'on trouve celle dans laquelle on allait se sentir bien pour le jour de la rentrée. À l'époque, j'avais personne pour me conseiller parce que ma famille n'était pas très branchée mode. Alors aujourd'hui, j'adore suivre des comptes comme celui de Sophie Fontanelle sur Instagram, que vous avez peut-être déjà entendu sur InPower, qui partage aussi bien ses coups de cœur que ses coups de gueule. Et justement, elle nous partage ses essentiels de la rentrée aux Galeries Lafayette, en vitrine jusqu'au 16 octobre. On peut découvrir les pépites qu'elle a dénichées ou aller à la recherche des nôtres. Donc rendez-vous aux Galeries Lafayette dans toute la France pour la rentrée mode par Sophie Fontanelle. Sophie nous a fait l'honneur d'ouvrir cette enquête sur les coulisses du monde de la mode. Et aujourd'hui, je reçois l'un de ses amis qui est très connu, notamment dans l'industrie de la mode, Lucien Pagès, et qui a notamment l'une des agences les plus influentes dans le monde de la mode. Dans cet épisode, il nous partage comment il a accompagné des marques comme J.W. Anderson, Jacquemus ou encore Schiaparelli, tout en restant dans l'ombre, et il partage les dessous de son métier et de son quotidien, donc la gestion de marques ultra prestigieuses, de son équipe qui grandit avec lui et des choix qu'il doit faire au quotidien pour tenir dans la durée sans se perdre. Lucien parle avec beaucoup de lucidité de ce que son métier exige, être disponible sans s'oublier, prendre soin sans se laisser dévorer. Il évoque les limites qu'il a appris à poser, les routines qu'il protège et ce qui lui permet de continuer à aimer ce qu'il fait et à faire ce qu'il aime. Donc je suis ravie de pouvoir vous partager cet épisode qui vraiment nous partage au cœur de là où tout se joue. En plus, pendant cette période assez intense où la Fashion Week va commencer. Donc je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lucien Pagès. Bonjour Lucien. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci, quel honneur. Je suis très contente de te recevoir. En plus, je trouve que ça fait très sens dans le cadre de cette enquête de la mode qu'on fait pour la rentrée de la mode de Sophie Fontanelle avec les Galeries Lafayette. La première question que je pose à tous mes invités avant de commencer, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, mais moi je me présente toujours un peu de la même façon. Mais alors là, j'aimerais que tu réfléchisses, du coup, pour pas avoir la même. Oui. Et genre, si jamais, tu vois, tu devais te présenter à un extraterrestre, Oui. qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui serait significatif de ta personne que... Déjà, je dirais que je suis un humain, Déjà, au cas où il a pas remarqué. pour le resituer. Mais je pense que je suis un être humain. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Oui, je sais pas. En tout cas, j'aspire à être quelqu'un qui est humain et qui se comporte avec l'humanité. Et c'est mon travail. Ce que je dis souvent, c'est que mon travail, c'est d'aimer les autres aussi et d'aimer leur humanité avec tout ce qu'elle a de fois de pas très agréable et des fois de surprenant, de magnifique et de magique. Donc voilà, je pense que dans mon travail, il faut que j'aime les autres. Donc je vais aimer cet alien. Waouh, c'est l'empathie de préjugés, quoi. Mais tant Non, mieux, mais je suis obligé, je peux pas juger. En fait, parce que si je juge, je suis foutu. Et ça, tu t'en es rendu compte dès le début? Ou Non, c'est un travail. Ouais. C'est très dur parce que c'est très dur parce on n'est pas entraîné à juger, mais la société aime bien le jugement. Donc du coup, moi, je lutte quotidiennement pour pas juger et j'essaye d'apprendre aux gens autour de moi à pas juger, à juste prendre les choses comme des faits et voir comment on peut les résoudre s'il y a des soucis ou être confronté à des fois, je vois des gens qui sont vraiment odieux. Je veux dire, ça existe. Et bon, il faut aimer l'humain pour aller le chercher derrière ça. Ouais. Et puis, il y a des gens que j'abandonne, hein, je les raye parce que c'est des causes perdues. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on a besoin voilà, c'est pas mièvre, c'est pas je dis pas qu'il faut mettre de la gentillesse partout. C'est plus de se comporter comme des êtres humains. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que du coup, je trouve que... Enfin, j'entends l'aspect quand même très émotionnel parce que l'empathie nécessite ça, quoi, de pouvoir comprendre les émotions de l'autre. Mais j'entends aussi un peu, on pourrait dire, une vision stoïcienne
euh, dans le sens où c'est un peu ne rien prendre personnellement, ne pas laisser les autres nous atteindre. Et en fait, certains philosophes dénoncent au contraire que le stoïcisme mène à l'absence d'empathie. Finalement, après, on considère, tu Oui, vois, presque les autres comme on va dire des objets. Mais en tout cas, tu vois que presque ça crée une distance qui protège, mais oui, qui peut aussi éloigner. bien sûr. Bien sûr, mais il faut toujours, comme dans tout, il faut un peu balancer ses émotions et ses actions. Il ne faut pas être totalement dans un... Enfin, moi, j'aime la nuance, en fait. C'est pour ça que ce monde, il me perturbe en ce moment parce qu'il n'est pas du tout nuancé. Et je trouve que c'est toujours intéressant, les nuances. Et maintenant, tout le monde est très radicalisé ou se regroupe. Pour moi, on est dans un monde d'algorithmes. Ouais, C'est-à-dire, c'est comme, tu vois, les réseaux sociaux te montrent que ce que tu dois aimer ou ce que tu aimes déjà, ouais. ou les gens qui partagent les mêmes opinions que toi, mais ça arrive dans le monde actuel. C'est-à-dire, on se regroupe que par communauté, ce qui est sympa. Moi, je travaille avec des communautés pour les marques. On adore, on en parle souvent. Je veux dire, c'est pas un secret que chaque marque a sa communauté, et qu'on la travaille et qu'on la. Mais en tout cas, je trouve que les gens font beaucoup moins d'efforts pour aller vers les autres. Donc oui, des fois, il y a un peu oui, d'accepter que c'est comme ça et peut-être de laisser faire sans peut-être vouloir changer, c'est ça? Peut-être que ce que tu veux. Mais je pense qu'on peut changer les choses d'une manière un peu plus douce, peut-être aussi. Ça ne veut pas dire accepter l'idiotie, ça ne veut pas dire condamner, enfin dire bon, ben c'est terminé, les gens sont comme ça, il ne faut pas les juger, ils sont comme ça, et puis comme ça ne me plaît pas, je les mets de côté. Non, c'est plus. C'est plus aller vers l'autre pour essayer de le comprendre. Je pense que c'est ce qui manque en ce moment dans le monde. Ouais. C'est-à-dire les gens ne font même pas, ça ne les intéresse. Je généralise, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Mais Surtout les auditeurs du podcast. mais ce qu'on perçoit du monde, que les gens ne se parlent plus. Il est C'est comme si polarisé, ouais. oui, c'est comme si le mot diplomatie était vain. Enfin, je sais pas. N'avait plus de sens. N'a plus de sens. Ouais. Parce que la C'est diplomatie, la c'est- vérité contre l'autre. Tu vois, je trouve que c'est Oui, oui, vachement oui, oui. aujourd'hui ma vérité contre la tienne. Et dans tous les domaines, hein, ça peut être artistique, ça peut être politique, ça peut être sociétal, ça peut être... et, euh, et voilà. Mais tu sais quoi, moi je pense que c'est parce que c'est plus confortable. Et on est tellement dans une société qui nous offre le confort, avec la livraison à domicile, avec des swipes et des matchs, tu vois, au bout du doigt, qu'aujourd'hui, presque, je pense, il y a un côté, mais pourquoi je me ferais chier à remettre en question mes croyances, alors que je peux totalement échanger avec des gens qui sont d'accord avec moi et qui me confortent dans le fait que j'ai raison. Quoi. Ouais, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'y est plus confronté, parce que comme tu dis, les algorithmes... Non, aussi, et si on est confronté, ça devient violent ouais. aussi. Ouais, Avant, on n'accepte plus discutait, la même différence. même en famille. Je veux dire, des gens, je sais pas, le beau-frère arrive, il n'a pas les mêmes opinions politiques, machin. Bon, ben les gens échangeaient. Maintenant, je pense que c'est plus... Ou on n'en parle pas, ou on se tape sur la gueule. Moi, j'ai essayé cet été. C'était quelque chose. Il y a une sorte de radicalisation des positions. Je sais pas, ouais, c'est vrai qu'il y a... Je sais pas si c'est le confort. C'est vrai qu'on est un peu... On est feignant. On est fait pour... On est... Enfin, donc, moins on fait d'efforts, mieux psychologiquement on se porte, tu vois. Mais c'est un leurre, parce qu'en oui. vrai... Moi, par exemple, j'aime bien lire les opinions je lis différents journaux, que ce soit de droite ou de gauche, pour voir leur opinion. Pas comme pour ça, m- tu peux confronter et te faire la tienne. Oui, mais quoi. ça m'intéresse de voir comment un même sujet est traité, en fait. Mais bon, ça, c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais Mais qui est un bon exercice à mettre en place oui, pour tout un chacun, en vrai. Oui, parce que souvent, tu regardes, ah tiens, cet argument. Alors, je parle pas de choses très, très radicales. Je parle on reste sur des sujets qui sont, que je veux dire, débattables. Et à mon goût. Après, tout le monde peut me dire qu'on peut débattre de tout. Bon, après, voilà. Mais moi, bon, je reste sur mon truc. Et c'est intéressant de voir les arguments de tout le monde et comment une rhétorique
se met en place, un narratif. On est dans une société de communication, hein, tout le monde communique. C'est ce que je dis parce que tout le monde disait ah mais la presse devenant plus faible, qu'est-ce que c'est être attaché de presse? Alors du coup tout le monde trouve la solution, c'est social media. C'est pas vrai. Là on est en train de faire un podcast. Ouais. Maintenant les podcasts c'est très intéressant. Les gens, c'est une nouvelle manière de communiquer et c'est pas. Bien sûr tu vas poster sur ton Instagram parce que tu as beaucoup de followers et j'espère d'ailleurs qu'on fera un co-post. Comme ça, Hashtag Lucien Pagès. Comme ça, je récupérerai un peu de ton following. Mais bien, tu vois ce que je veux dire, le social media, c'est l'amplificateur. Donc, mais il se passe plein de choses. La communication, et tu en es l'exemple, comme d'autres en sont l'exemple dans d'autres domaines, l'événementiel, comment la communication est au cœur de tout. Donc, effectivement, la presse a perdu un peu de force à cause de l'époque, quoi. Oui, mais de l'évolution mais aussi des du fait usages. qu'on trouve tout sur notre téléphone. Ouais. Donc on a moins besoin de ce geste d'aller acheter les magazines, de les ouvrir, de lire les journaux. On les a sur le téléphone si on est abonné. Donc l'information elle reste quand même très importante et les canaux traditionnels sont importants parce que c'est du vrai journalisme. Donc on a besoin de ça, d'avoir des informations approuvées, des gens qui ne disent pas n'importe quoi, des vrais journalistes qui font des vraies enquêtes. Tout ça c'est capital. Et après, voilà, tu as quand même... Tout le monde fait de la communication. Si tu fais du cinéma, tu fais de la communication. Si tu es chanteuse, tu fais de la communication. Tu vas choisir où tu fais tes interviews, quand tu fais ton concert, quels invités tu vas mettre à ton concert. Tu vois ce que je veux dire C'est du personal branding, en fait. Oui, tout le monde fait ça. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, mon job est sauvé, vu que la communication, qu'en fait, de toute façon, la c'est communication pas prêt de est s'arrêter. importante. Et comment tu as appris à communiquer, et j'ai envie de dire à aussi bien communiquer, et on peut peut-être revenir à tes racines, parce que tu l'as dit, tu le dis, toi tu viens des Cévennes, t'étais pas dans un milieu particulièrement... tiens, c'est quoi le mot associé à la mode avec Philly? Genre, par exemple, tu vois, oui, modophile. modophile. Bon, bah écoute, Je sais pas. on le propose. T'étais pas dans un milieu On particulièrement cherchera après. empreint, tu vois, de cet amour pour Oui. la mode, le luxe. Donc qu'est-ce qui, Moi- toi, t'a donné envie Ouais. et qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à bien communiquer? Parce que, certes, on peut avoir une prédisposition, mais je pense que c'est quand même après vachement un travail à développer. Oui, bien sûr. Et surtout que moi, j'étais très timide. Donc, j'étais quelqu'un pendant très longtemps parlait pas, j'étais dans ma bulle et tout. Donc, j'étais pas du tout. Je pense que personne n'aurait pu penser que j'allais terminer attaché de presse ou communicant. C'était pas du tout dans mon. Ça se Dans sentait. ton bingo. quoi. Ouais. Après, plus tard, à l'adolescence, ouais. Mais assez jeune, non. Oui, mais du coup, en fait, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu de la chance, c'est que j'étais dans ce coin perdu. C'est un village de 300 habitants dans les Cévennes, mais mon père était un chef cuisinier. On est d'une famille de restaurateurs et d'hôteliers. Donc mes grands-parents, mes parents ont toujours travaillé. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire ça, parce que je les ai vus travailler comme des fous, se coucher très tard, se lever très tôt, être au service des clients. Ça, j'ai gardé, par contre, le côté service des clients. Le client est roi. Mais mon père étant obligé, parce que c'était une autre époque, moi, j'ai pu dire à mes parents que j'allais pas faire ça. Mais mon père n'a pas pu le dire. Il a été obligé de reprendre l'affaire familiale. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. C'est un autre monde. Et du coup, il m'a laissé, moi, partir et vivre mon rêve. Mais lui, n'ayant pas pu le faire, il s'est dit, si je dois rester là, je vais en faire quelque chose. Et du coup, mes grands-parents avaient quelque chose de peu plus modeste. Et mon père était plus ambitieux. Et il a commencé, lui, à faire une très bonne cuisine. Et surtout, il a commencé à être un très bon communicant. Donc, je pense que je l'ai appris de lui. Il a réussi à faire venir Mitterrand chez lui juste par il était à un événement en même temps que le président, par des connaissances en commun de la Lozère, parce que Mitterrand aimait les territoires, il adorait la Lozère par exemple,
et ben il a su l'emballer. Et donc il est venu chez nous déjeuner une fois. Bon, c'est une légende, mais c'est mon père qui a réussi à faire ça. Et il était ami de beaucoup d'artistes, de tout ça, parce que il communique, il les prenait dans son petit salon, il leur parlait, il était très... donc j'ai un peu vu ça, en fait. Il était cuisinier slash attaché de presse. donc, euh, donc je pense que ça m'a ouvert... C'est ce que je disais, c'est que j'étais dans un tout petit endroit, mais ouvert sur le monde grâce à lui. Donc, tu as pu voir des qu'il y fois, avait et des fois, plus. il y a une comment dire, un malentendu, parce que quand je dis que je viens des Cévennes, les gens pensent que je venais d'un milieu défavorisé, et c'est pas du tout le cas. On vient d'un milieu de travailleurs. Et c'est ce que c'était l'hôtellerie, la restauration à ce moment-là. Et par le génie de mon père, on a eu accès à le génie, enfin son talent. Ouais. Voilà. Et son travail. Voilà, on a eu accès à rencontrer des gens formidables qui m'ont ouvert, moi, qui m'ont dit, tiens, c'est possible. Et du coup, je suis allé à Paris faire une école de mode parce que moi, mon but, c'était de m'échapper de ce village parce il était trop petit. C'était les années 80. Moi, je suis né en 75. On avait, ce que je dis souvent, 3 chaînes de télé. Dès qu'il y avait un orage, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus d'électricité. Il y avait En pas, plein milieu de les gens ne savent pas, mais il n'y avait pas Internet. Non, ça n'existait pas. Là, ado, maintenant dans les Cévennes, je m'éclaterais parce que je regarderais les défilés. Pareil, je rêverais de venir à Paris, mais j'aurais accès à tout. Ce serait génial. Sauf qu'à mon époque, c'était pas ça. Donc, je voulais m'échapper et je voulais travailler dans la mode. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais, et ma mère n'aime pas particulièrement la mode. Elle n'a jamais été une consommatrice de mode. Elle était pas bon. Et voilà, c'est des gens qui travaillaient. Et, euh, Elle portait des tailleurs très jolis d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'elle ait un uniforme, mais de braguard, je crois que ça s'appelle. C'est un truc professionnel. C'est là où on achète les uniformes, les de uniformes. travail. Ouais. Voilà. Mais ils faisaient des tailleurs pas mal. Donc elle avait des jolis tailleurs, je crois que c'est braguard. Et c'était de l'utilitaire, tu vois, même son tailleur était utilitaire. Et, et, euh, et, euh, et du coup, voilà, je sais pas, je n'ai pas d'explication sur la mode et mon amour de la mode. Alors je me suis demandé, est-ce que c'était un peu comme la poule et l'œuf? Est-ce que c'était parce que j'étais homosexuel que j'aimais la mode, ou est-ce que je suis devenu homosexuel parce que j'aimais la mode? Je sais pas. Le résultat reste le même. Mais c'était cette époque vraiment où on était homosexuel, on devait être coiffeur ou dans la mode, ou c'était des préjugés, mais qui étaient à l'époque valables. Enfin, voilà. Et, euh, et, euh, et je me suis toujours, j'étais choqué quand on me disait qu'un coiffeur n'était pas homosexuel. Le préjugé. J'étais là, mais c'est révolutionnaire. et, euh, et c'était comme ça que c'était les préjugés de l'époque. Et donc, je suis venu à Paris. Je voulais être designer de mode. Je l'ai été un peu. J'ai fait des stages chez Saint-Laurent, chez Dior. J'ai fait mon parcours de mode. Et puis après, j'ai vu que c'était pas tellement pour moi, que j'allais pas... Les gens, ça les gêne toujours un peu quand je dis j'ai vu que je serais un designer médiocre. Et parce que les gens. Ils ont envie de te rassurer Non, ça les dérange en fait. parce que. Mais moi, j'ai vu que je serais un designer médiocre. Donc, je ne voulais pas être médiocre. Et donc, j'ai regardé ce qui se passait dans la mode. J'ai fait différentes expériences. Et par des rencontres et un jour, quelqu'un a allumé une ampoule et m'a dit tu devrais être attaché de presse. Mais je n'y avais jamais pensé. Mais et si je rembobine, je vois tout pourquoi ça s'est passé. Ouais. Et voilà. Donc, comment, après, pour répondre à ta question, comment on apprend à communiquer, je pense que c'est un truc. C'est comme un muscle. C'est-à-dire, ou comme le forgeron en forgeant, en faisant. Au début, sûrement, j'étais très maladroit. Et puis après, j'ai observé,
Je pense que l'observation, la curiosité, c'est ce qui permet de... Et quand même, cette espèce d'empathie et de percevoir... Pour moi, un bon communicant, c'est quelqu'un qui perçoit quelque chose, qui voit les attentes, qui voit des choses non dites. Donc, il peut les anticiper, préparer les réponses. Anticiper les besoins. Anticiper les besoins. Mais des fois, ça me fait une souffrance parce que je perçois très bien quand les gens ne sont pas contents, par exemple. Et tu l'absorbes? Oui, je l'absorbe parce que je peux pas. Voilà, alors, je ne suis pas le mentaliste. Mais nous avons fait un très bon épisode avec Charlie Haïd, mentaliste, que je mettrai dans les notes. Mais voilà, à force de mon travail, ou alors c'est comme dans le truc d'Agatha Christie, de Miss Marple, elle voit toute l'humanité dans son village. Du coup, elle peut résoudre des énigmes ailleurs parce que ça lui rappelle des gens de son village, comme si l'humanité avait des traits... Des modèles types. Oui, exactement. Ben moi, c'est un peu ça. Je suis Miss Marple de la communication. Je veux que tu mettes ça dans ta bio Instagram maintenant. Le Miss Marple de la com. Non, mais je vois des cas... Ça fait longtemps que je travaille. Donc, je vois beaucoup de choses. Je vois des formules, des cas, des gens qui ont un peu les mêmes angoisses, des gens qui ont... Du coup, même... voilà. Mais c'est et la communication, pour moi aussi, c'est un moyen fabuleux d'aller vers les autres et vers le grand public, parce que ça ne peut pas rester qu'entre nous. Mon travail, c'est vraiment ce que je dis souvent, c'est le lien. C'est-à-dire, moi, on me donne un message ou une création, et elle doit aller toucher le plus grand nombre, en tout cas, là où elle doit être. Ouais. Parce que des fois, on travaille sur des choses qui sont très exclusives. Elles ne sont pas faites pour tout le monde. Donc, elle peut être pour tout le monde pour rêver. Mais elle peut être... Il faut quand même que ceux qui peuvent peut-être se les offrir aussi reçoivent le message. Donc, il y a différentes strates dans la communication, mais il faut qu'elle soit au service de quelque chose. Ça ne peut pas être communiqué juste pour communiquer, pour agiter de l'air, brasser de l'air. Il faut que... Moi, j'aime bien quand il y a un but. Souvent, je demande à mes clients, qu'est-ce que c'est ton but ? Et après, en fonction, on adapte et par des étapes, on y arrive. Mais avec une bonne communication ou une mauvaise communication, ça change tout. Hein. Parce que c'est ce que reçoivent les gens. Ouais. Quelle était ta vision du monde de la mode quand tu arrives à Paris ? Et quelle est-elle aujourd'hui ? Ma vision, quand je suis arrivé à Paris, c'était à la fois un mélange de rêve et d'angoisse, parce que j'avais peur de ne pas être accepté dans ce milieu. Mais comment tu le percevais ? Qu'est-ce qu'il représentait pour toi ? Il représentait une chose inaccessible. Et c'est ça qui t'attirait ? L'inaccessibilité ? Ouais, je pense. Parce que je me suis toujours refusé à penser que j'étais combatif ou je me trouvais plutôt faible, en fait. Je sais pas comment dire. Mais en fait, bizarrement, quand il a fallu rentrer dans ce métier, j'ai été très audacieux et très... courageux. Mais je ne sais pas pourquoi. Il a fallu que je me surpasse pour le faire. Mais ça m'arrive encore. Hein, des fois, il y a des trucs qui me portent peine, des rencontres ou des choses que je vais devoir faire et je dois me surpasser. Enfin, me dépasser la personne. Ouais, comme dans un jeu vidéo, si tu passes au niveau. Voilà, dessus, exactement. Quoi. Et je le fais encore pour ce métier, en fait, pour plein de raisons, des fois que j'ignore ou que je n'analyse pas. En tout cas, souvent, je me dis, si j'avais dû refaire ce que j'ai fait, je ne sais pas si j'aurais eu la force de me traîner de Cévennes, débarquer à Paris, aller à l'école avec la boule au ventre en se disant que j'allais être pas assez bien, et même quand j'ai fait mes stages, je ne savais même pas comment m'habiller. Du coup, je me rappelle pour un défilé Saint-Laurent, il y avait eu une vente de presse. J'avais pas les moyens de m'habiller en Saint-Laurent, mais il y avait une vente de presse et il y avait un costume, mais tout
en laine, mais c'est le seul truc que j'ai pu m'acheter. Et 3 c'était en pièces. juillet? Et c'était en juillet, je l'ai mis pour aller le défiler, tout le monde s'est foutu de ma gueule au studio. Ah ben dis donc, t'as pas chaud. Mais parce que je... mais, Chaud. Si, là, je mais transpire à grosses gouttes. parce que je voulais être chic pour ce défilé de couture de Saint-Laurent. Et du coup, j'avais acheté un costume Saint-Laurent à mes moyens dans la vente de presse. Mais il n'était pas du tout, c'était pas chic du tout en fait. Parce que, mais C'était moi, hors propos, quoi. C'était hors propos. Et c'était vraiment province, comme on peut dire, si on est condescendant. Gentiment. Mais moi, j'ai un petit côté province, donc ça va. Et ça me fait rire d'ailleurs, parce que des fois, à l'étranger, ah, tu es tellement français, tellement Paris. Mais moi, je suis pas du tout de Paris. Enfin, maintenant, tu as passé plus de temps à Paris qu'ailleurs. Oui, mais la deep down, la personne que je suis, c'est pas ça. C'est une personne de province. Ouais. Tu peux m'arriver encore de porter le mauvais costume. C'est ça qui est charmant aussi. Ouais, c'est charmant, mais toujours un peu flippant, parce que tu te dis, on est dans un monde, mon monde, il est beau de beaucoup de codes. C'est chic, c'est pas chic. C'est quand même encore très... très codé. Ouais. J'en ai parlé d'ailleurs avec Sophie Fontanelle, on en a parlé parce que c'est une chose qu'on partage. Ouais, vous cassez quand même les codes. Et c'est vrai que quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va te ramener avec une mini-réflexion. Moi, ça peut être l'accent, par exemple. T'as pas d'accent? Non, mais ils peuvent. Si j'ai passé trop de temps avec ma mère, ça revient. D'un coup, et du coup, tu te minimises. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que l'accent, c'est censé être plouc. Tu vois, pas pour moi. Hein. Non, mais en effet, dans ce qui a été créé comme étant voilà. désirable. Alors que moi, je trouve ça génial, les gens qui ont des accents. C'est la vie, je sais pas comment dire, c'est tout un patrimoine dans une seule façon de parler. Ouais. Et des gens, des fois, inconsciemment ou pas consciemment, utilisent ça pour te minimiser. Ça, ou, donc, tu es toujours, je pense que je resterai toujours cette personne qui vient de là-bas, en fait. Mais ce qui me dérange absolument pas. J'ai 50 ans, je suis... mais ça me rappelle toujours qu'il a fallu pénétrer ce monde en n'ayant pas les codes. Mais comment on peut aimer du coup autant ce monde, et je parle de toi, mais je parle de toutes celles et ceux qui en font partie, alors que j'ai l'impression que finalement on ne se défait jamais dans ce milieu de l'idée qu'on n'est pas assez pour. Parce que c'est un milieu qui est extraordinaire. Comment être à la hauteur de ce milieu qui est le symbole du glamour, du savoir-faire, des choses les plus extrêmes, de la beauté, et maintenant de la fame, parce que toutes les stars aiment la mode, tout le monde... c'est un marqueur social. Oui, et puis même quand tu vois, moi j'ai eu la chance de rencontrer, rien que parce que je suis dans la mode, les plus grandes stars que tout le monde rêve de rencontrer, mais juste parce que je suis dans la mode. Je serais... chef cuisinier comme ton père, bon. Peut-être, oui. Peut-être Mitterrand. Non, mais regarde, les chefs cuisiniers sont très amis de toutes les stars. C'est vrai, maintenant il y a aussi une hype. Enfin voilà, je veux dire, ils sont tous... Cédric Grolet. Oui. Mais il y a une fascination pour la mode qui fait que maintenant, elle est devenue encore plus glamour. Donc forcément, on n'est jamais assez à la hauteur de cette espèce de charge de glamour. Et après, on n'est pas obligé d'être à la hauteur de la mode, ça va. On peut subsister. C'est déjà pas mal. à son niveau. Mais il y a un côté impressionnant dans la mode, et du coup une hystérie, tu vois, les gens... tu le vois, tu as un dîner avec des gens que tu connais pas forcément, qui sont dans notre univers, et qu'est-ce que tu fais, toi? Je travaille dans la mode. Tout le monde est fasciné. Alors, c'est assez... c'est assez drôle. Il y a une attirance pour ce milieu qui, comme tu disais avant qu'on commence, ce sont des vêtements. Donc évidemment, il y a toute la partie sur le vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire, un vêtement? Comment on s'habille? Quel signe on envoie avec son vêtement? Enfin, le côté sociétal du vêtement qui est quand même très important. Et à la fois, il y a l'univers de la mode
qui est encore une autre dimension. Il y a aussi sociétal. Je ne sais pas, quand il y a eu les Jeux Olympiques l'année dernière, la mode était très présente, par exemple. Parce que c'était Paris, parce que, ok, mais quand même, on n'était pas obligé d'aller mettre la mode. C'était du sport à la base, quoi. Voilà, mais quand même, c'était. Bon, c'est sûrement parce que ça fait partie des grands savoir-faire de la France, mais quand même, même dans des grands. Je sais pas, là, hier, on a habillé Serena Williams en Pucci. Bon, c'est drôle. Ouais, c'est vrai. C'est pour jouer, pas pour aller à une fête ou à un red carpet. Donc. Ah ouais, pour jouer. Oui. Et, Ah ouais. donc, il y a un pouvoir d'attraction, de sens, de fascination de la mode. Et c'est super, quoi, pour les gens qui travaillent dans la mode. Et à la fois, c'est assez vertigineux. Ouais. Et je vois les fans, je vois les gens, parce que ça crée beaucoup de frustration. Parce que ce que je dis, c'est qu'un défilé, c'est le spectacle que personne ne peut s'offrir. Tu es invité ou tu n'es pas invité. C'est-à-dire, si toi, Sophie Fontanelle te vend sa place, ce qu'elle ne fera jamais. Sophie. Tu pourras pas aller et dire avec son invitation, je suis Sophie Fontanelle. Avec une petite perruque, peut-être. Moi, je vais te dire, tu n'es pas Sophie Fontanelle. Donc, tu n'es pas invité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas vendre tes places, tu peux pas les prêter. Tu vois? Ouais, c'est ce côté irremplaçable qui crée aussi sa valeur, quoi. Alors, les gens pourraient penser c'est de l'entre-soi. Non, parce qu'en fait, on est toujours... Ce qui est étrange avec la mode, c'est qu'on est dans un univers professionnel. En fait, on est en B2B dans ces défilés. Tu vois, on est... Oui, c'est les gens du milieu, quoi. Oui, c'est les gens du milieu. C'est comme un salon professionnel, mais avec beaucoup de glamour. Donc, c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas dans un salon professionnel. Bon, tu peux peut-être t'acheter des places, je sais pas, mais en tout cas, il y a un côté B2B parce qu'il y a les acheteurs, il y a la presse spécialisée, tu vois, donc c'est pas un endroit. Par contre, si tu veux aller voir Beyoncé, et même si les places partent en 2 secondes, Je suis allée, c'était super. voilà, tu auras ta chance d'acheter ta place. Ouais. Dans la mode, c'est mort. Donc, du coup, ça crée beaucoup de frustration. Les gens ne comprennent pas. Moi, je reçois beaucoup de messages. Je voudrais bien assister à un défilé et tout ça. Mais comment répondre qu'en fait, c'est pas possible parce que ça s'adresse à des professionnels de tout le... Voilà. Donc, la seule façon d'assister au défilé, c'est de devenir un de ces professionnels, en fait, et de faire son parcours. Voilà. Mais c'est compliqué parce que les gens voient ça sur les réseaux sociaux, du coup, c'est proche, mais c'est très loin. Donc, tout ce qui a l'air proche, on se dit qu'on aimerait y être. Et puis, d'un coup, on se sent rejeté. Mais en fait, il faut revenir à la base, que c'est une performance professionnelle, mais quand même que maintenant, comme elle est très belle et qu'on y dépense beaucoup d'argent, eh ben, on l'offre au travers des réseaux sociaux ou des live streams au plus grand nombre. Ce qui, moi... si j'étais jeune, me ferait énormément plaisir, parce que moi, je me rappelle que j'allais à la cabine téléphonique de mon village, appeler les maisons de couture pour qu'ils m'envoient une VHS. Personne ne l'a fait. J'appelais les bureaux de presse pour avoir une VHS. Pourquoi ils l'ont pas fait, tu penses? Parce que pourquoi ils le feraient? Je sais pas, à l'époque, comme ils avaient moins de sollicitations... J'appelle des l'époque célèbres, d'Internet. je vais avoir encore plus d'accent. Fallait vraiment tomber sur quelqu'un. En fait. Fallait vraiment tomber sur quelqu'un de visionnaire. Et puis t'imagines le travail, mettre la cassette dans l'enveloppe, l'envoyer par la poste. Ouais. Qui va faire ça pour quelqu'un un no one. Ouais. Mais je l'ai fait, j'avais ma liste, j'avais trouvé sur le bottin les trucs des maisons, j'appelais. Je demandais le service de presse et je demandais est-ce que je pourrais avoir une VHS. T'es pas allé jusqu'à mentir en disant que t'étais un journaliste pour tel journal, tu vois, ce qui vérifie vraiment? Non, parce qu'à l'époque, on pensait pas comme ça. Je sais pas comment dire, c'était pas des... Il y avait moins d'informations, donc du coup, tu pensais moins... stratégique, quoi. Oui, ou peut-être que j'étais juste pas très réveillé. J'aurais pu y penser. Ou trop honnête, hein. C'est peut-être aussi. Mais je l'ai fait. J'ai appelé tous les jours pour avoir une cassette. Et j'en ai jamais reçu une. Et c'est pas grave. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. comprends très bien pourquoi on m'a pas envoyé de cassette. Je ne suis pas en train d'en vouloir à la terre entière parce qu'on m'a pas envoyé une cassette. Bah, je trouve que le fait de continuer malgré les rejets, c'est quand même la preuve que tu étais vraiment passionné. Et je pense que c'est aussi un signal faible et qui fait la différence entre ceux qui persévèrent ou pas. C'est que, en fait, ce qui est très dur, c'est pas aujourd'hui là de continuer pour toi, vu que tu as déjà fait ton trou. Ce qui est très dur, c'est que quand tu essayes et que tu n'y arrives pas, et qu'on te met des vents, et qu'en fait, toi, bah, presque ça n'atteint pas ta volonté de continuer, Ouais, quoi. mais je comprends que ça puisse atteindre parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver. Il faut au moins un petit signal, il faut une petite Ouais. lumière, quelque chose. Ouais. Pour Quelqu'un se- qui croit en toi, Oui, oui. au moins. Oui. Ou une bonne réponse, ou quelqu'un même de gentil. Peut-être que quelqu'un que j'ai envie de demander la cassette me dit écoutez, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir le faire, mais c'est super que vous aimiez autant notre maison. Rien que ça. Ouais. Ouais. Rien que de voir que, encore on revient à l'humanité, que peut-être il y a de l'humanité derrière. Mais des petits signes, je pense qu'il faut des signes pour continuer, parce que sinon c'est... Est-ce que tu te souviens du premier signe qui, toi, t'a fait dire en fait, je m'arrêterai pas? Non, parce que moi, à partir du moment où j'ai été à Paris, ça a été bizarrement. Je me suis trouvé bien dans mon élément. J'ai eu mes challenges. J'ai eu des gens qui ont essayé de me rabaisser. Mais ils m'ont pas... Ça ne m'a pas détruit. Ouais. Mais parce que peut-être parce que j'avais aussi peut-être beaucoup de l'autre côté d'autres gens qui me rabaissaient pas du tout, qui T'encourager, ouais. m'encourageaient. Donc du coup, j'ai pu minimiser les trucs. Mais j'avais beaucoup de naïveté aussi, ce qui des fois te sauve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a quand même des... Enfin, pour être, moi, quelqu'un de très naïf, ça crée quand même des sacrées désillusions, hein. Mais après, on n'en meurt pas, hein. Ouais, après, j'ai pas envie de penser que c'est que les forts qui gagnent, Ah parce non. qu'il y a beaucoup de faibles qui sont très forts. Comment dire? Tu vois ce que je veux dire? De gens qui ont l'air en apparence et en fait, ils ont une espèce de force intérieure. Donc, c'est un peu complexe, en fait. Je pense que il y a plein de facteurs qui font que tu vas t'accrocher. Des fois, ça peut être la famille, tu vois, des gens, ta famille t'adore, te Te soutient, te dit que t'es le meilleur et ça marche sur des gens. Des fois, c'est toi, ta revanche personnelle, c'est un énorme moteur. Ouais. Euh, ça peut. Moi, je considère que j'ai eu de la chance. J'ai, euh, j'ai rencontré vite des gens qui étaient drôles, qui étaient amusants, qui étaient intéressants. Qui aimait les stagiaires, non mais c'est vrai, Ouais, les qui nous descendait donnaient une pas. attention, Mm. pour qui on n'était pas du bétail. Mm. Donc du coup, j'ai- je considère, j'ai pas eu énormément de souffrance non plus, tu vois. Donc mais c'est vrai il faut toujours s'obstiner si on pense. Qu'on a Oui, quelque chose à apporter. voilà. Moi, je me suis pas obstiné dans la création, par exemple. Peut-être que là, j'aurais été plus malheureux. Et ça a été peut-être mon instinct de survie qui m'a poussé à bouger de ça. Mais quand même, ce que tu as choisi, je trouve, est extrêmement difficile, dans le sens où j'y réfléchissais, j'en parlais avec Sophie, je disais, mais quand même, et on y reviendra sur le pourquoi du comment, parce que ça m'intéresse aussi, mais c'est le milieu, je pense, hiérarchiquement le plus au sommet, qui du coup permet ou autorise les plus grandes exigences, et qui du coup justifie, ou pour certains semble justifier, les comportements les plus odieux. Tu parles de la mode ou du... Ouais, je parle de la mode. Oui. Et je me dis, ouais, les soft skills que tu as dû développer avec ton équipe pour parvenir à ne pas braquer les gens en face,
pour quand même les rassurer. Comme j'imagine que de toute façon, en plus, c'est eux qui vous payent, ben ouais, en fait, c'est vous qui devez délivrer, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, de l'extérieur, je me dis, waouh, j'ai l'impression que c'est un métier où tu donnes énormément et où parfois tu n'as qu'en fait très peu de reconnaissance, voire énormément de pression de la part des marques. Parce qu'en plus, dans ton cas, avec les plus grandes marques, qui, encore une fois, peuvent se permettre d'être du coup les plus exigeantes. Oui. Comment t'as développé on va dire, si c'était un peu voilà, différentes cordes à ton arc pour gérer à la fois la pression tout en faisant que ça n'impacte pas la qualité de ce que vous délivrez, tout en ravalant votre salive quand on vous fait des remarques. Enfin, tu vois. J'appelle ça avaler les couleuvres. Moi, des fois, j'y trouve un plaisir, en fait, à avaler les couleuvres. Je me dis, c'est comme un exercice de résilience. Schéma. Des fois, Plus j'y arrive, meilleur je deviens, quoi. Non, même, ça m'amuse. Je me dis, tiens, il va falloir dépasser 100. Je sais pas comment te dire. La seule façon de... En plus, honnêtement, je suis privilégié. J'ai beaucoup de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas... J'ai beaucoup de gens qui veulent faire des articles sur moi. Je fais des podcasts avec toi. Non, je veux dire, je suis pas en manque Donc, mon ego, je le mets pas là-dedans, en fait. J'ai la chance d'avoir ça. Et tu l'avais dès le début? Non. Tu vois, non, c'est ça qui... Bien sûr que non. Parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est plus facile. Mais voilà. Mais après, tu as commencé il faut comme reconnaître, tout le monde, voilà, des fois, je vois des gens qui nous parlent et je dis, mais comment ils parlent aux autres bureaux de presse? Tu vois, comment ils traitent les gens? Tu vois, parce qu'on te tient, comme tu dis, c'est des clients, mais tous les clients ne sont pas comme ça non plus, tu vois. Il y a de la pression, donc tout le monde réagit à la pression différemment. Il y a des gens pour qui la pression, ça les transforme en monstres. Il y a des gens, c'est pas du tout, tu vois. Bon, moi, j'essaye d'être le plus... comment dire, de mettre les choses à leur place, en fait, tout le temps, à chaque fois, de les remettre à leur niveau. Est-ce qu'un truc est grave? Par exemple, des fois, tu vois, il y a des trucs qui se passent, je dis, est-ce que c'est fondamentalement grave? Si c'est grave, il faut prendre conscience et prendre les mesures qui sont appliquées. Si c'est pas très grave, on va pas tous se mettre en mode trauma, à pleurer et tout ça pour un truc qui n'est pas grave. Donc là, tu vois, je dis aux équipes, écoute, franchement, c'est pas grave. Je me rappelle un jour, un legging est arrivé à New York, tout le monde était dans tous ses états, c'était la terreur. Je dis, c'est bon, c'est un legging. C'est arrivé. Pour plein de raisons. C'était un problème. C'est pas le legging pour n'importe qui, quoi. Mais à la fin, c'est un legging. Bah ouais, c'est vrai. Donc, mais quand même, moi, je fais pas, c'est un legging, on s'en fout. Non, je comprends pourquoi ce legging est important. Mais par contre, il faut relativiser. Ouais. Tu vois, je peux pas me permettre de juger qu'un legging est pas important. Puisque c'est mon travail d'amener ce legging. Donc, mais par contre, je peux essayer que mon équipe vive mieux avec ce legging qui n'est pas arrivé. Je sais pas si c'est une bonne exemple. Ah, mais c'est très philosophique. Voilà. J'adore. Et voilà. Et par contre, des fois, il y a des bêtises ou des trucs qui sont plus graves, pas forcément faits par nous, mais qui peuvent être faits par la marque. C'est ce qu'on appelle crisis management. Ouais. Et là, du coup, c'est pareil. Moi, je ramène le truc à l'essence. Est-ce que fondamentalement, il s'est passé quelque chose de grave? Est-ce que quelque chose a été fait qui est nuisible, et après, et ça peut arriver, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment il y a des dérapages. Parce que tout ça est encore une fois de plus humain. C'est pas une science. Oui, c'est humain dans un monde de perfection, donc des fois ça matche pas. Tu vois. Et après, tu apportes la réponse qu'il faut. Mais c'est très... moi, je trouve le crisis management, c'est pas ma spécialité. J'ai pas un bureau de crisis management, mais... Annonce le futur business. Non, mais on en fait par la force des choses, parce que ça, il arrive... Parce que ce que je dis tout le temps, je fais pas... Mais je
je fais pas de management de crise, mais je vis dans un monde en crise. Donc, il se passe des trucs que moi, je dois gérer. Si elles sont trop grosses, ils engagent un bureau spécialisé parce qu'ils ont les outils et les compétences, tu vois. Et moi, ça me va très bien parce que je trouve ça trop douloureux. Ouais. Parce que quand il arrive quelque chose à quelqu'un, tout le monde, c'est dur. Tu vois des gens vraiment en peine de choses qui leur ont échappé, des situations qui échappent. Justifié, pas justifié, juste, pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je juge y a pas. tous les cas de figure. Ouais. Oui, il y a tous les cas de figure. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est très, c'est dur de voir ça parce que déjà, la première pensée de tout le monde, c'est heureusement que ça m'arrive pas à moi, ce qui est bien horrible. Ouais. Et puis, c'est humain comme tu dis. Oui, c'est humain. Et je crois que la personne le sent quand tu te dis toi-même, heureusement que ça. J'aimerais pas être à ta place, genre. Et voilà, non, il faut quand même une certaine force, une sorte d'autorité pour que, voilà, moi je dis aussi aux équipes, des fois je dis si tu as raison, si tu penses que ta proposition pour le client a raison, mais que défends-la, justifie-la. Et après, peut-être que le client pourra changer d'avis ou ne changera pas d'avis, mais au moins tu l'auras défendu et je pense qu'il ne peut pas ne pas te respecter. C'est pas être péremptoire. Tu comprends? Parce que le problème, c'est que les gens, c'est pareil, on en revient au manque de nuances. Ouais. Non, j'aime pas. Non, j'aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est j'aime pas. Non, c'est pas j'aime pas. C'est peut-être on peut faire comme ça. Moi, je te dis pourquoi on peut faire comme ça. Toi, si tu préfères faire quand même comme ça, je comprends, je respecte, c'est toi le client, mais moi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que souvent, une nouvelle génération, c'est un peu j'aime pas. Et voilà, et c'est pas. Et je pense que ça limite la possibilité, et du coup, le client, il pense que juste t'aimes pas. Tu vois, donc, au lieu de lui faire, de l'amener à peut-être regarder la chose de notre côté, tu vois. Donc, voilà. Après, oui, c'est dur, mais à la fois, on travaille dans la mode. Donc, il faut toujours relativiser et se remettre. Alors, bon, les gens disent on ne sauve pas des vies et tout ça. Non, on ne sauve pas des vies, mais en tout cas, on crée des emplois, on a des business, voilà. On est l'économie, ouais. Oui, il y a une sorte de tout ça. Tu es quand même à un moment responsable. Moi, je suis responsable des gens pour qui travaillent pour moi. Ouais. Tu vois, j'ai créé cette boîte. Et j'avais une stagiaire. Maintenant, on est 60 à Paris, 10 à New York. On vient d'avoir une alliance avec un attaché de presse anglais. Du coup, ça fait presque 100 collaborateurs sous le nom de Lucien Pagès. Donc, en plus, il y a ton nom, quoi. Voilà. Et du coup, je me sens quand même responsable de ça. Parce que c'est 100 personnes qui gagnent leur vie avec leur travail, mais sous la responsabilité de moi, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors après, ils pourraient gagner leur vie ailleurs, mais c'est quand même c'est une centaine d'emplois qui existent. Ouais. Comment tu as su quand et comment te développer ? Dans le sens où ça peut parfois être difficile pour les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des petites entreprises, de savoir quand c'est le bon moment de recruter quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut faire des paris ? Est-ce que tu l'as plutôt joué sécurité et dès que tu as eu financièrement les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre, tu as embauché quelqu'un d'autre et tu t'es développé comme ça ? Comment tu as un peu géré la stratégie de développement de l'entreprise ? Tu l'as dit, j'ai fait vraiment, moi, à la papa. Chaque fois, je n'ai fait que j'ai changé de bureau, j'ai engagé plus de gens que quand j'avais les contrats pour le faire. J'ai jamais emprunté un euro. J'ai emprunté pendant le Covid parce que tout le monde flippait et qu'on m'a dit faut, tu sais, le prêt de l'État, prêt d'honneur, là. Voilà, 0%. J'ai rendu l'argent tout de suite. Après, je m'en suis même pas servi pour investir. Je m'en suis pas servi. Je veux pas avoir de dette, quoi. Et je l'ai rendu. Oui, mais au-delà de la dette, je n'ai pas cet esprit d'entrepreneur. Alors, ça choque beaucoup les gens quand je dis que je ne suis pas entrepreneur. Ça les dérange. Mais non, je ne suis pas entrepreneur parce que je connais des entrepreneurs
ils entreprennent. Moi, j'ai fait une entreprise pour pouvoir faire mon travail. C'est autre chose pour moi dans ma tête. Oui. Je vois l'esprit entrepreneurial, la prise de risque. C'est pas du tout moi. Peut-être que j'ai fait plein de prises de risque sans m'en rendre compte. Mais pour moi, c'était pas des prises de risque. J'avançais en... Voilà, tel client va nous payer tant, je peux engager une attaché de presse. Nanana. Des fois, j'ai fait des petits paris, j'ai pris un peu d'avance sur des trucs, mais j'étais très safe. Je peux pas, moi j'ai besoin de dormir, je peux pas dormir avec beaucoup de dettes et tout ça, mais ça c'est très personnel. Donc je suis pas un entrepreneur dans ce sens. Ouais. Donc je sais pas si je suis le meilleur pour donner des conseils sur ça, parce que je pense que c'est que chacun doit vivre avec doit maîtriser son niveau d'angoisse et face à l'entrepreneuriat. Ouais, et d'aspiration. Enfin, je trouve que c'est un très bon conseil que tu donnes, moi qui m'aurait servi plutôt. C'est que en fait, il y a un peu une glamourisation d'un type d'entrepreneuriat qui est souvent lié à lever des fonds, à développer un service ou un produit révolutionnaire. Alors qu'en fait, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses envies, moi je trouve pas ça plus stylé, une énorme entreprise qui peut être chaotique par rapport à une entreprise beaucoup plus petite, mais qui est passionnée, qui sait ce qu'elle fait et qui n'a pas envie de grandir forcément plus. Enfin, on a beaucoup grandi quand même. Oui, certes, vous avez beaucoup grandi. Mais tu vois, en fait, même si vous étiez resté 10, tu vois, en fait, mais je ça, trouve que c'était c'est pas impossible. lié à... Moi, c'est ce que je voulais. Ah ouais. Moi, je voulais 4 clients, très chic. Et quand sur 4 clients, j'ai perdu 2 clients, je me suis dit, en fait, ton business model ne tient pas la route. Ne tient pas la route. Et du coup, j'ai dit, bon, si tu veux 4 clients, il t'en faut au moins 10. J'ai fait mon calcul dans ma tête. Et puis après, si tu en veux 10, que 10, il t'en faut 20. Mais j'étais pas... Je ne suis pas non plus entrepreneur dans le sens que je ne démarche pas, par exemple. Je n'ai pas de site internet, je ne présente pas mon travail. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours laissé entrer les gens dans mon univers. Et c'est pas genre, oh, moi, je ne fais pas de démarche, c'est tellement chic. C'est pas ça. D'abord, moi, ça m'angoisse, les nouveaux clients. Parce que je sais qu'il va falloir faire des résultats. Donc, je ne suis pas à tout prix vouloir lever des nouveaux clients. Par contre, par notre réputation, les connaissances, tout ça, beaucoup de gens me demandent. Et du coup, on me présente des projets que je trouve super excitants. Donc, je les prends. Mais par exemple, je n'ai jamais fait de plaque. Il n'y a rien. Tu vas sur mon site internet, il n'y a rien. Il y a comment nous contacter et il y a le feed Instagram. Parce qu'on s'est dit, il faut quand même mettre un truc un peu joli. Et le feed Instagram, pour moi, reflète notre travail, puisqu'on poste les parutions, les trucs, les stars qu'on habille, les jolis covers, les grands articles de designers. Donc, pour moi, ça reflète notre travail. Si quelqu'un veut... Je ne mets pas la liste de mes clients sur le site. Et c'est pas... Il n'y a pas de snobisme là-dedans. C'est que je ne suis pas dans cette démarche. Mais par contre, s'il faut activer certaines choses parce qu'il y a une volonté, je vais le faire. Je ne suis pas non plus complètement passif. La preuve, t'appelais les maisons pour avoir les VHS. Oui, voilà. Mais donc, s'il faut mettre en place, si je vois un truc qui me plairait de faire, je vais essayer d'activer quelque chose pour que ça se passe. Mais je le fais rarement. Ok. Parce que j'ai déjà beaucoup de travail, donc je suis pas... On me demande Ouais, t'honores déjà tes contrats, quoi. Ouais, et puis je sais qu'il faut délivrer. Donc c'est toujours... c'est un truc... Ce qu'il y a dans l'angoisse dans ce travail, c'est que rien n'est acquis. C'est pas du tout, tu vois... souvent, je fais la comparaison avec les petits pains. Tu crées un super nouveau petit pain ou un pain au chocolat incroyable. Et ben, du coup, les gens commencent à en acheter. Puis après, tout le monde en veut. Après, tu ouvres des boutiques dans les aéroports. Tu vois, tu fais ton expansion de petits pains avec juste en fabriquant. Donc, tu engages plus de gens qui savent faire les petits pains. Et tu vois, pour la même recette, t'as une garantie. Voilà. Tu fais des collabs pour faire la boîte de Noël des petits pains. Bon, mais moi, j'ai pas les petits pains. Moi, j'ai que des gens.
J'ai que des êtres humains qui travaillent autour de moi. Donc, je peux pas. Mon business, il a il a un plafond de verre. Parce qu'il y a moi, qui peut pas faire plus que ce que je fais. Et il y a les gens pour qui je travaille, qui travaillent déjà énormément. Et qu'il faut que je garde les bons. Et il faut que je. Donc, je sais que c'est fragile. Je l'ai incorporé depuis le début. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas je reste vraiment assez pragmatique sur tout ça parce que pour moi, c'est très fragile. Quand tu dis qu'il faut que tu identifies les bons, comment tu identifies les bons? Qui sont les personnes avec qui tu as envie de travailler, particulièrement dans le monde de la mode? Les designers? Non, enfin, je veux dire, comme tu travailles, toi, tes clients sont issus du milieu de la mode, est-ce que tu trouves qu'il y a des compétences particulières à avoir que tu prends en compte dans les candidatures que vous recevez, dans les personnes que tu rencontres? Bah oui, bien sûr. Déjà, il faut le professionnalisme. Quand même, nous, on doit être au taquet. Les gens qui prennent vraiment ça sérieusement, qui comprennent que les attentes du client, qu'il faut quand même aller assez vite, il faut un peu... Enfin, voilà. Donc, il y a quand même un côté... je peux pas travailler avec des gens qui partagent pas cette philosophie-là de délivrer le service aux clients. Et après, moi, les qualités que j'apprécie beaucoup, c'est la curiosité, de quand même regarder, de qu'est-ce qui se passe, de connaître les nouvelles choses qui émergent, les nouveaux... Tu sais, souvent, les gens ne regardent même pas les magazines. Ils proposent des sujets qui n'existent même pas dans les magazines, juste comme des robots. Donc j'aime bien que les gens soient pas trop robotiques aussi. Ça, c'est important. En plus, avec l'IA, ça va pas s'arranger. Ouais. Donc, il y a tout un truc de... Puis après, il y a un fit personnel. Moi, j'aime qu'ils prennent à cœur les projets, en fait. Quand je sens qu'ils carent, qu'ils prennent à cœur, ça me rassure. Après, il peut y avoir des boulettes, des problèmes. Tout ça, ça me dérange pas parce que ce que je leur dis souvent, c'est que shit happen. Mais on peut pas ne pas apprendre de l'expérience. Ouais. C'est-à-dire, l'erreur, elle est humaine, mais là où c'est plus impardonnable, c'est quand on n'apprend pas d'une mauvaise expérience. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire si ça se reproduit trop, si on n'en tire pas une leçon. Tu vois, sinon, ça sert à rien. Une erreur, c'est humain et on l'explique. On peut l'expliquer à un client, on peut l'expliquer à un journaliste, on peut l'expliquer. Mais par contre, il faut s'en servir pour son expérience, voilà, pour grandir. Donc, est-ce que tu peux me dire, j'ai bien compris ta vision de la mode quand tu as commencé dans ce milieu, oui. bon, qui est d'ailleurs surtout basé avec de l'excitation et de l'angoisse. Oui. Aujourd'hui, comment cette vision a changé? Parce que, tu vois, c'est marrant, on parlait de l'évolution des médias. Et pour le coup, c'est vrai qu'en 30 ans, je veux dire, on est passé quand même du jour à la nuit. Enfin, il y a eu une vraie évolution des usages et ceux de nos parents ne sont pas ceux que j'ai aujourd'hui, etc. La mode est toujours là, toujours aussi forte, si ce n'est encore plus qu'avant. Comment t'expliques sa pérennité? Et toi, comment tu l'as... Ouais, comment tu l'imagines, déjà, la mode, on a toujours besoin de... Pour l'instant, on n'est pas dans une société naturiste. Ouais. Donc, on a besoin... T'es déjà allé dans un camp naturiste? Non. Ce serait marrant pour l'expérience. De voir comment tu juges les gens s'ils sont à poil. Ouais, mais après, je trouve que si tu y vas pour juger, tu vas juger que les corps. Non, mais du coup, c'est pas juger. Le juger n'est peut-être pas le bon terme. Mais tu sais, les premières impressions que tu vas avoir... Oui. C'est vrai que... Oui, tu veux dire dénué de codes. De codes sociaux oui, d'images que tu veux te donner, bien sûr. qui a un pouvoir que procure la mode. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ce soit dans les camps naturistes que tu le trouves. C'est sûr. Parce que tu es dans un autre mindset. Ouais.
tu es dans un mindset de liberté, donc même les gens, j'imagine, qui sont peut-être durs au travail, quand ils sont dans leur camp de naturisme, sont, je sais pas, ils lâchent Ils sont prise. presque quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Oui, ils sont- euh, donc bon, la mode continue parce qu'il faut s'habiller. Et, euh, et elle est devenue une grande industrie. Donc, il y a beaucoup voilà, ça a pris des proportions, le luxe. Parce qu'il y a la mode et il y a le luxe. C'est pas que des vêtements, il y a tout Ouais. ce qu'il y a autour. Ce qui peut aller jusqu'à des hôtels, des restaurants. Maintenant, le luxe, c'est une énorme entité qui regroupe le lifestyle, la beauté, bien sûr le vêtement, le sac. Donc, c'est devenu un énorme business, et surtout en France, où on a les plus grands groupes. Donc, forcément, ça a plus d'importance. Et c'est aussi un univers qui génère beaucoup d'argent. Tu vois, la plupart des magazines vivent de la publicité des grandes marques. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas la proportion que c'est entre une pub de voiture et une pub de... Mais c'est du luxe aussi, les voitures, si on va par là. Euh, mais en tout cas, cet univers du luxe est très, très présent dans la vie parce Mm. qu'il fait partie de l'écosystème de notre pays et de plein d'autres pays. Donc, il n'y a pas de raison que que ça s'arrête. Tu vois, entre le fait, Ouais. la nécessité et euh, la nécessité de s'habiller, d'envoyer des messages euh, au monde de qui tu es par ton vêtement, mais et aussi le confort, enfin tout ce qui fait qu'on a envie d'avoir des vêtements et certains vêtements. Et après, le fait que c'est une énorme industrie, donc le pouvoir de la mode, à mon avis, n'est pas du tout près de s'éteindre. Et, euh, et au contraire, rassemble de plus en plus de gens, de plus en plus de fans. Il faut voir ce qu'il y a devant les défilés. Maintenant, il y a des milliers de gens, des centaines devant des défilés, même des petits défilés où il n'y aura même pas de stars. Ouais. Donc, c'est pas Ils forcément lié aux font stars tout le qui. calendrier. Les stars, c'est encore mieux. S'il y a une Ouais. K-pop, on peut même plus rentrer. Mais, euh, mais, euh, mais il y a un pouvoir d'attraction qui est incroyable. Je pense que c'est aussi lié à la rapidité. La mode est une des seules choses qui va aussi vite. Donc tout est très exacerbé, tout est très fascinant. Il y a des collections tout le temps. Les gens, je lisais un truc, euh, toutes ces fashion week, ça ne s'arrête jamais. Quand il n'y a pas de fashion week, il y a des croisières ou des expériences à l'étranger. C'est, c'est, euh, voilà, ça renforce cette proéminence en fait, parce que et c'est extrêmement visible sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement populaire. Les gens commentent sur TikTok des choses très précises, très pointues. Ouais. C'est assez impressionnant l'appétit qu'il y a pour tout ça, pour tout ce qui se passe dans la mode. Alors, pour terminer, comment tu vois la mode évoluer dans les prochaines années et s'il y a une différence, à quelle évolution de la mode, toi, tu aspires? Je, la- je pense que la mode est en train en tout cas le luxe, le secteur du luxe est en train de se remettre un peu en question, parce que ça marche un peu moins bien qu'avant. Euh, Parce que même après le Covid, il y a eu le revenge shopping, il y a eu une embellie qu'on Mm. n'attendait pas, donc beaucoup de croissance. Et là, ça s'est calmé, mais aussi, bon, on est dans un monde qui est complexe, qui est incertain avec la politique des États-Unis, Mm. les guerres, la stabilité mondiale. Donc, du coup, bon, peut-être ça n'incite pas non plus à, à se ruer dans les boutiques de luxe. Et à la fois, il y a quand même beaucoup de gens qui font du shopping et qui dépensent et tout ça. Mais il y a eu un petit ralentissement. Moi, je pense qu'il faut que le luxe, en tout cas pas la mode, parce que la mode, elle est multiforme. On peut acheter un t-shirt à 5 euros comme on peut acheter une veste à 20 000 euros. Ça ne veut rien dire. Euh, c'est, euh, Mais par contre, il faut que la mode se réinvente pour le luxe, en tout cas pas la mode, ou pour
être en adéquation avec les clients, avec leurs aspérités, avec ce qui se passe. Ne pas non plus voilà, les prix sont devenus excessivement chers dans le luxe. Il y a, j'ai l'impression que ça crée une sorte de rupture avec le consommateur. Même le consommateur qui a les Lambda, moyens. quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a une petite réinvention du système. Et effectivement, si moi je dois faire partie de la réflexion, je serais ravi d'en faire partie parce que je trouve que la façon dont on faisait les choses arrive un peu à son terme. Alors, mais et je pense que ça ne veut pas dire faire la révolution. Non, mais le début d'un nouveau chapitre, quoi. Ouais, réinventer qu'est-ce que c'est que ce luxe pour cette société d'aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose. Elle a évolué, doit évoluer. Moi, je pense souvent à la niche. Je pense qu'il y aura beaucoup de possibilités dans les niches. Peut-être moins, mais mieux pour des gens qui ont envie de ça. Et que peut-être la niche va devenir un... Parce que la niche, le problème, c'est que de par son nom, elle est petite. Donc, elle ne produit pas beaucoup de revenus. Mais j'ai l'impression que l'idée de niche et d'exclusivité peut peut-être devenir un bon business aussi, si c'est bien travaillé. Et ça peut s'adresser à des personnes qui cherchent ça. Et à la fois, il y aura toujours des choses plus mass market, mais qui sont de mieux en mieux faites aussi. Et surtout, je pense que le consommateur est très très vigilant maintenant et beaucoup plus au courant de ce qui se passe, là où on fabrique, si on fabrique dignement, si on... Voilà, donc il y a une attente du consommateur aussi sur plus de clarté. Le côté sustainable et tout ça, c'est très complexe pour la mode. C'est vraiment un sujet, je pense que beaucoup de gens ont du mal à saisir les tenants et les aboutissants. Ouais. Oui, parce que comment tu fais une industrie qui est censée vendre plus tout en polluant moins, l'adéquation, elle est très complexe. Donc, ça, c'est un des grands sujets. Et j'ai l'impression qu'il n'est jamais totalement abordé par le bon... mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Par le bon bout, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet. Il y a beaucoup de com, pour le coup. Mais en effet, on ne voit pas forcément, à part certaines marques, genre Stella McCartney, je sais qu'elle le met presque au cœur maintenant de son développement. Toujours, depuis le début. Depuis qu'elle a eu sa marque à elle, elle a toujours été très donc pour moi, ça, ces marques-là, il y a une vraie confiance parce que, en fait, il y a de la transparence. Et je pense que transparence et communication, c'est pas la même chose. Non, bien sûr, la communication, c'est fait pour masquer. Masquer ou mettre en lumière ce qu'on a envie bien fait, quoi. Ce qu'on a envie de mettre en lumière. Mais voilà, donc il y a plein de sujets là de la mode. Et pourquoi, moi, je me suis posé la question dans des moments où il y avait des grands mouvements, pourquoi la mode était tellement sollicitée? Ils demandaient aux marques, qu'est-ce que vous prenez parti, je dis, mais pourquoi on demande à une marque de prendre parti sur un... Et en fait, je pense que la mode, elle est attendue au tournant parce qu'elle est le symbole de la société. Quelque part. Elle n'est pas l'essence de la société, elle symbolise notre société. Et tu le vois quand on fait des récaps tout le temps des décennies. Tu vas avoir la musique des années 80, la mode des années 80. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Des années 90, on s'habillait comment? On aimait quoi? On aimait le grunge. On écoutait Nirvana. Bon, c'est basique ce que je veux dire. Les 2000, les machins, les 2010. La mode, elle reflète notre société, donc on en attend quelque chose. Et parce qu'en fait, malgré le fait que on pourrait dire c'est que des vêtements ou c'est qu'une industrie qui est là pour faire de l'argent, ben non, c'est plus en fait. Elle représente des valeurs, elle représente qui nous sommes à un moment précis, qui nous serons, je ne sais pas encore. Ah, t'as raison, c'est une lecture de la société à un moment T, quoi. Oui.
Et et aussi, elles touchent les gens parce qu'on les porte. On porte la mode. On peut pas être plus près. Tu vois, on peut pas être plus près des gens. C'est, écoute, un très beau mot de la fin, Lucien. Merci pour tout ton partage. C'est très précieux. J'espère que les auditeurs et les auditrices en auront appris un peu plus sur toi, mais aussi ce en quoi tu crois. Je pense que c'est ça le plus important. Pour les personnes qui désormais veulent te suivre, suivre les aventures de toute ton entreprise, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Ah bah, tu veux dire en réseaux sociaux? Bah, vu qu'il n'y a pas de site internet, j'imagine que Ah oui. oui, Hein. oui, oui. Non, bah, il y a mon Instagram, l'Instagram de la compagnie Ouais, et TikTok. allez, je Voilà. mettrai tout ça dans les notes. Voilà, j'ai pas encore de Substack. Je sens que la newsletter va arriver bientôt. Bah ici, personne connaît. Ici. À En Paris. France? Ouais. Ah si, Peu. ça commence. Hein. Nous, on a une... Ça commence. Ouais, parce qu'il y a Mais Kessel qui a lancé mais ses aux newsletters. États-Unis, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que c'est un revival. Hein. Oui, bah On oui, c'est un parlait blog. des cycles avec la mode, mais c'est parfois pareil dans les usages Oui. des médias, en Bah, fait. c'est Hein. le bon vieux blog, non? Ouais, ouais. C'est drôle. J'adore. Bon, on va repartir dans un autre podcast, alors je te laisse y aller.